Alors, on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Nous, l'objectif, quand on en avait discuté de cette journée-là, c'était qu'on ait des avis les plus larges possibles sur comment est analysée la formation des enseignants et les SP depuis leur création au jour d'aujourd'hui, à ce point d'étape où on est rendu. Je pense que ce qui ressort, c'est effectivement, on a changé, et je pense qu'il faut en être fier. On a réellement changé le paysage de la formation des enseignants et des professionnels au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation en France. Je vous rappelle par exemple une réunion qui avait eu lieu en 2014 au ministère, dans l'autre grand lycée juste à côté, dans un amphi pas très loin d'ici, où on discutait de la possibilité d'imaginer que tout le monde puisse travailler ensemble. D'abord, la richesse des intervenants d'aujourd'hui et des personnalités qui ont participé, qui sont venues donner leur point de vue, montre que, effectivement, de ce point de vue-là, on a réussi notre pari quelque part, même si, et c'est déjà pas mal, même si un des gros travaux qui a été fait, c'est d'identifier les difficultés et les problèmes. Et ça a l'air de rien, mais c'est quand même quelque chose d'important. Ce que je trouve aussi très important et que l'on retrouve dans les discussions d'aujourd'hui, c'est cette idée assez simple qui avait été effectivement émise ailleurs qu'en France, mais qui a été reprise par Vincent Payon quand il avait lancé les SP, c'est qu'enseigner, c'est un métier qui s'apprend. Et je crois que les discussions d'aujourd'hui montrent ça, et que ce n'est pas simple de définir comment s'apprend un métier. Parce que déjà, il faudrait qu'on soit d'accord sur ce qu'on met derrière le métier, et merci à Roland de son intervention sur la distinction entre est-ce qu'on vise à former des exécutants, des OS, qui exécutent des consignes selon des schémas procéduraux établis, ou est-ce qu'on forme des cadres. Dans la fonction publique recrutés au niveau master, les enseignants sont des cadres A, et donc si on recrute des cadres, ce n'est pas recruter des exécutants, c'est recruter des gens qui ont une capacité d'initiative à penser leur action professionnelle dans un cadre et à penser l'adaptation de ces questions-là par rapport au contexte. Je crois qu'aussi on a beaucoup avancé et beaucoup de discussions aujourd'hui sont d'aujourd'hui, ce jour, mais aussi d'actualité, sont révélatrices de ça. C'est de la place de l'employeur. Alors, je vais prendre ce terme-là parce qu'on a fait souvent beaucoup allusion à d'autres secteurs professionnels et à d'autres milieux professionnels. Pour les formations, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, l'UIMM, l'Union des industries métallurgiques et minières, représente bien les employeurs, ce qui n'empêche pas toutes les écoles d'ingénieurs de travailler de manière très proche avec l'UIMM sur la construction des parcours de formation et l'adaptation de ces parcours de formation aux attentes de l'employeur. Je crois que ce travail-là est important. Moi, il y a quelque chose qui me frappe toujours, c'est ce qu'on a un peu dit aussi aujourd'hui, c'est qu'on demande à l'université, avec un grand U, de former des enseignants, notamment, et on leur demande de le faire selon un référentiel métier, et c'est un sacré progrès qui existe maintenant, qui comporte 14 compétences communes et 5 à 7 compétences optionnelles selon le métier. Il y a 3 catégories de métiers, je vous rappelle, c'est enseignant, conseiller principal d'éducation et documentaliste. Allez voir d'autres référentiels professionnels, par exemple. Allez voir le référentiel professionnel, justement, par exemple, d'ingénieur. Ce n'est pas que 14 compétences. C'est un peu plus détaillé que ça. Ce qui veut dire qu'on est bien là dans une démarche de réflexion qui est, et la discussion sur l'ambiguïté entre est-ce que ce sont des exécutants ou est-ce que ce sont des cadres est significatif de ce débat-là, est-ce qu'on est bien dans cette perspective et dans cette dynamique de réfléchir à la formation à un métier, mais dans ce cas-là, de quel métier parle-t-on? Si effectivement il s'agit de former des opérateurs exécutant des fiches techniques procédurales,
Il n'y a pas besoin d'un master. Il n'y a pas besoin de 2 ans de formation. Il n'y a pas besoin de recherche. Si, on peut avoir des ergonomes qui, dans leur laboratoire, vont essayer de vérifier. Sauf que le métier d'enseignant, ce n'est pas ça. Et ça ne marche pas, on le sait. Il y a des tas de travaux de recherche qui montrent ça. Et ce n'est pas la peine de les refaire. Donc il y a bien cette discussion-là qui est en jeu. Après, je crois que ce qu'on est en train de discuter très, très concrètement, c'est de la place de l'université. Alors, je vais revenir sur ce point-là, parce que moi, il me semble important. C'est comment on fait évoluer, et je crois que le travail qui a été fait depuis 4 ans, et ça a été dit par plusieurs personnes différentes aujourd'hui, c'est très clairement comment on fait reconnaître par l'université avec un grand U le fait que la formation des enseignants et plus généralement la formation au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation est de la préoccupation principale de l'université. Soyons sérieux. Les étudiants qui s'inscrivent dans certains parcours universitaires de licence, quel est le débouché professionnel crédible qu'ils ont à la sortie, si ce n'est être enseignant? Est-ce que vous imaginez que le fait qu'on va inscrire dans certaines filières universitaires en licence, en première année de licence, et c'est un débat d'actualité, X centaines d'étudiants, si le débouché, ce n'est pas être enseignant, qu'est-ce qu'on a à faire de centaines d'historiens, de géographes, de philosophes, etc., etc. Je crois que là, il y a un vrai enjeu pour l'université et je pense que tout le monde est en train de prendre conscience de ça et ça ne concerne pas spécialement là que les SP, ça concerne bien l'université et d'une certaine manière le paysage complet. Quelqu'un ce matin disait aussi que la formation des enseignants, il y avait un enjeu pour l'université, c'était aussi au moins de s'assurer que la formation des étudiants qu'on allait avoir serait peut-être le plus proche possible. On parle beaucoup de relations avec la recherche. Il y a des trésors qui sont déployés dans des organisations de type Fête de la Science, Semaine de la Science, etc., pour rapprocher les élèves des laboratoires universitaires. Vous ne pensez pas que ça pourrait faire partie de la formation des enseignants? Quand Roger Fougère évoque l'idée que l'on puisse faire dans la formation des enseignants, qu'ils puissent faire un stage dans un laboratoire de recherche. Quand on dit on met en place un tronc commun de formation, par exemple entre le premier degré, s'il est commun, entre le premier degré et le second degré, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un vrai enjeu à faire, qu'il n'y ait pas des murs infranchissables entre les écoles primaires et les collèges? Que l'articulation dans le cycle 3 entre CM1, CM2 et 6e n'est pas un vrai enjeu de nos continuités éducatives? Alors comment on forme nos étudiants à ça? Est-ce qu'on les forme en les préparant pendant une année à un concours qui va éviter soigneusement de leur poser une seule question sur ce genre de choses? Et on sait très bien que si en plus on arrivait à les convaincre dans les jurys de poser une question sur ce genre de choses, toutes les SP auraient un petit mémorandum qui leur ferait apprendre par cœur la bonne réponse pour s'assurer d'avoir la bonne note qui serait admissible ou admis au concours. La question là qui est en jeu est bien de celle de comment on met en place un processus, celle qui est posée, c'est bien celle de comment on met en place un processus de formation professionnelle universitaire, ou de formation universitaire professionnalisante au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mais aussi comment, et là je vais changer de registre, comment l'éducation nationale, à savoir l'employeur, met en place un processus de recrutement de professionnels compétents pour exercer les fonctions d'enseignants dans son système éducatif. Juste pour mémoire, pour tous ceux qui ont participé à cette construction-là, vous vous rappelez les discussions ces quelques années sur la nature des épreuves des concours? On a l'impression maintenant qu'il y a une forme d'acquis quand on dit, et merci Pierre d'en avoir rappelé quelques-uns des thèmes, quand on dit « oui, mais les concours ont évolué ». Bien sûr qu'ils ont évolué,
Bien sûr qu'ils ont évolué parce que beaucoup de concours de recrutement des enseignants posaient comme principe qu'un étudiant qui passait le concours et qui avait le niveau requis pour enseigner en classe préparatoire aux grandes écoles avait forcément le niveau requis pour enseigner en classe de 6e. Sauf que, et je reviens, ça a été dit aussi aujourd'hui, que enseigner en 6e dans un collège de zone REP+, ça n'a pas grand-chose à voir entre enseigner en classe préparatoire à Louis-le-Grand. Sauf que, à quelques exceptions près, 95% des étudiants que nous avons aujourd'hui commenceront tous, en grande majorité, en zone REP+, en collège et souvent en 6e. La question, c'est à quel métier on les prépare? Est-ce qu'on les prépare à l'hypothétique classe de préparatoire au lycée Louis-le-Grand qu'ils pourront occuper une fois dans leur carrière, ou est-ce qu'on les prépare aux métiers réels qu'ils vont faire pour la plupart? Je crois que ça, c'est une vraie question. Le dernier point sur ces éléments-là, me semble-t-il, c'est la question de la recherche. Je crois que, ça a été dit, il y a beaucoup de choses qui existent, qui se font, et je ne vais pas reprendre cette discussion-là, mais en même temps, il me semble que dans cette question-là, il y a plusieurs niveaux de discussion différentes. Il y en a un qui est de la question de la visibilité, de qu'est-ce qu'on donne à voir. Alors, il n'est pas étonnant qu'en France, c'est pas moi, ça ne m'étonne pas, pour ceux qui s'intéressent un peu aux autres systèmes éducatifs, aux autres pays, ben oui, on a l'air de redécouvrir que le ministère de l'Éducation nationale française est un ministère qui est très centralisé et avec un esprit très jacobin, très hiérarchique, très descendant. Bon, même s'il fait des progrès, s'il s'améliore, s'il essaie de se corriger sur un certain nombre de choses, mais ça on le sait. Il y a même des tas d'historiens qui ont écrit des tas de choses très intéressantes, ou des sociologues qui ont écrit des tas de choses intéressantes sur ça et qui le montrent dans tous les sens. Il ne faut pas s'étonner que ce système-là produise des idées qui sont des idées de jacobins. On parlait des origines de l'école. Rappelez-vous, Napoléon pensait qu'il était important de savoir ce que faisaient tous les instituteurs de France à telle heure, dans toute la France, et qu'il fallait avoir un système national d'organisation de l'enseignement. C'est vieux comme l'école française. C'est ça qu'on est en train de changer. Parce qu'on ne peut pas en même temps imaginer mettre en place des organisations qui prennent en compte les contextes locaux, et un collège de REP+, des quartiers nord de Marseille est forcément différent d'un collège de REP+, des quartiers de Seine-Saint-Denis, même si, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, même s'il y a des invariants et qu'il faut identifier ces invariants-là, mais il y a des éléments de contextualisation qui font que le Marseillais n'est pas tout à fait le Seine-Saint-Denis. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a ce travail de construction collective qui a été évoqué plusieurs fois, qu'il faut réellement développer. Alors évidemment, sur un modèle qui est très centralisé et très prescriptif, l'applicationnisme de la recherche est un beau modèle. Moi, je serais un parfait ministre de l'Éducation nationale dans un système hyper centralisé. Je rêverais de ça, de quelqu'un qui arriverait. Mais c'est le même fantasme chez les physiciens avec la loi universelle. On a tous ce fantasme-là d'un grand principe qui marcherait dans tous les cas. Sauf que c'est déjà pas très facile en physique, ils ont du mal. Mais alors en sciences humaines, on sait que ça marche pas. Et que donc l'enjeu que l'on a, c'est bien d'imaginer ce paysage de la recherche qu'on est en train de construire parce que la France ne l'a jamais construit. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien. Bien évidemment, s'il y a un débat actuellement, c'est qu'il y a des gens qui s'y sont penchés et qui participent de ce débat. Donc il y a des tas de choses qui existent, et heureusement. Sauf que ce qui n'existe pas, c'est la structuration. Et je pense que ce que les SP ont réellement apporté, ça ne veut pas dire qu'il ne se faisait rien avant, ça ne veut pas dire que ça ne se serait pas fait ou ça n'aurait pas poursuivi sans, mais ce que le projet des SP et la mise en œuvre des SP a apporté dans ce débat-là, c'est cette structuration-là. Je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Karine qui nous disait ça,
12 SP sont dans des organisations avec des structures fédératives de recherche ou des organisations différentes. On voit bien que ces initiatives-là, elles sont nées de cette idée qu'il fallait rassembler sur un même territoire, et Karine parlait de 18 laboratoires, unités de recherche à Toulouse, peu importe la forme. On en est à une phase où déjà, reconnaissons-nous pour travailler ensemble. Après, on aura le temps de discuter aussi de ce qu'il faut faire. Il y a une question qui a été posée sur est-ce qu'il y a une prédominance, est-ce qu'il faut choisir. Dans l'état actuel des choses, on est un peu mal placé pour choisir. Essayons d'abord de réfléchir à comment on donne de la visibilité, et de la visibilité pas simplement institutionnelle, mais aussi ce qui a été dit, et je remercie tous ceux qui en ont parlé, de la visibilité opérationnelle. Les exemples qui sont faits, alors qu'on les appelle pilars ou ce qu'on veut, on est très fort sur les acronymes, ça n'a pas d'importance, bien sûr. Mais l'enjeu, c'est bien effectivement de donner de la visibilité à cette articulation recherche-formation de terrain ou terrain-formation-recherche. Vous pouvez mettre, moi j'ai une formation de scientifique, donc les bivalences ne sont pas, les bijections ne sont pas incompatibles et on peut mettre des flèches à double sens partout. Je crois que là, il y a vraiment un enjeu d'interaction très forte et c'est probablement dans ces directions-là qu'il faut aller. Le point qui me semble aussi sur la recherche, et je vais revenir de manière un peu plus sereine sur ma remarque par rapport à la discussion sur la réalité actuelle, c'est qu'il y a sur les SP pas assez d'enseignants-chercheurs. Je ne suis pas en train de traduire ça en disant le pas assez d'enseignants-chercheurs, ça veut dire qu'il y a trop d'autres, mais ça veut dire surtout qu'il n'y en a pas assez. Et donc, s'il n'y en a pas assez, il faut trouver les moyens d'en avoir plus. Il faut permettre à un certain nombre d'organisations, alors ce n'est pas simple, il faut déjà trouver, ce n'est pas une question de masse salariale. La grosse différence, ce n'est pas le salaire entre un enseignant-chercheur et un agrégé. La grosse différence, c'est qu'il y en a un qui fait 384 heures d'enseignement, et ça a été dit, l'autre qui en fait 192 heures. C'est-à-dire que chaque fois que je recrute un enseignant-chercheur à la place d'un enseignant, et à Aix-Marseille, on est bien placé pour le savoir, puisque c'est une politique qu'on conduit depuis 4 ans, qui fait qu'on est passé de 30% d'enseignants-chercheurs à 48% en 4 ans, c'est que chaque fois qu'on recrute un enseignant-chercheur, on perd 192 heures d'enseignement. Et que mon président, chaque fois, me pose la seule et même question, c'est comment tu fais sans augmenter le nombre d'heures complémentaires. Et le comment je fais, on a des éléments de réponse. C'est un engagement plus important du rectorat sur l'engagement de formateurs de terrain. Après, ça pose des questions. On est peu imaginatif. Par exemple, alors c'est moins gros, ils en forment moins par an, c'est beaucoup, ça passe plus inaperçu. Mais par exemple, le ministère de l'Équipement recrute des techniciens de l'équipement qu'ils forment dans un centre de formation des techniciens de l'équipement, dans lequel, pour assurer cette formation, il demande à des professionnels de l'équipement de venir former les techniciens de l'équipement. C'est banal, ça ressemble à plein d'histoires, ça. Les formateurs de terrain, chez eux, ils s'appellent les ingénieurs de l'équipement. Plutôt que d'imaginer je suis ingénieur à mi-temps et puis je vais faire de la formation l'autre mi-temps ou à 2 tiers-temps ou en heure complémentaire, enfin, toute la diversité des situations qu'on connaît, ils leur font un contrat sur 5 ans. Ils sont 5 ans formateurs de techniciens de l'équipement et pendant 5 ans, ils font que ça. C'est une autre solution. Et en plus, ils ont mis ça dans un plan de carrière des ingénieurs de l'équipement, c'est-à-dire que s'ils veulent accéder à un certain nombre de fonctions, ben, il faut mieux qu'ils aient fait les 5 ans de formation en tant que formateur de techniciens. Je veux dire, pensons à des solutions. Sur la question du concours, et celle-là, c'est une vraie question, c'est sortons de l'hypocrisie. Moi, je veux bien toutes les grandes déclarations sémantiques, sémiologiques, expliquant que les questions posées, je vais vous dire, dans la discussion, c'était avec une autre ministre, Najat Vallaud-Belkacem, où on me posait cette question-là et je lui avais répondu assez simplement en lui disant, vous savez, Madame la Ministre, c'est assez simple. C'est vous mettez une épreuve de crochet
dans des concours, et demain matin, toutes les SP auront une UE de crochet. Et vous pouvez même mettre une épreuve de crochet en TP. Pas simplement demander au candidat d'expliquer comment il ferait un crochet, une couverture en crochet. Non, 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 vous pouvez même le faire avec un TP. Et vous pouvez être sûr que tous les candidats que vous aurez arriveront en étant formés à ça. C'est l'idée même d'un recrutement sur une base assez française, là, pour le coup, qui est aussi très ancrée sur une idée force, très forte en France, c'est que c'est la formation initiale qui définit la carrière, toute la carrière de la personne. Donc on va vérifier au départ que c'est du béton. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie, dans la vraie vie réelle. Alors, posons-nous la question, non pas de l'existence ou pas du concours. Moi, je partage ce qui a été dit sur le fait qu'il faut recruter des gens pour la fonction publique par concours. Il y a d'autres endroits où il y a des concours qui existent et qui n'ont pas cette forme-là, d'un oral et d'un écrit et d'un oral, dans cet ordre-là. L'université, chaque année, recrute des enseignants-chercheurs. C'est une autre forme de concours. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est meilleure, hein. Mais c'est une autre forme de concours, et c'est un concours national. Et on recrute des fonctionnaires qui font 1 an de stage, qui sont titularisés au bout d'1 an, et qui deviennent fonctionnaires de la fonction publique. Qu'est-ce qui nous empêche de dire « pensons autrement les choses ». Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on parle assez clair, que la formation des professeurs des écoles, et je vais relier un certain nombre d'éléments, actuellement souffre de beaucoup de déficits. On l'a un peu dit aujourd'hui, je vais le redire. Daniel Filatre en a parlé, mais je vais revenir sur ça parce que c'est important. C'est on recrute des profs des écoles qui ont de graves difficultés, de grosses difficultés à avoir les compétences nécessaires sur l'exercice d'un certain nombre de compétences de base du métier qu'ils vont avoir réellement à exercer. Alors après, on peut dire, ben oui, le problème, c'est que la première année, ils préparent au concours, la seconde année, ils sont tellement paniqués, en plus, comme ils sont moyens d'enseignement, qu'il faut qu'ils traversent, qu'ils font des distances folles chaque semaine, ils n'ont pas le temps de... Non. Discutons réellement de pourquoi c'est ça. Comment on fait rentrer dans cette formation? Alors, changeons le concours. Je vais prendre un exemple de ce que je suis en train de dire. On dit les professeurs des écoles, c'est important puisqu'ils vont avoir un enseignement dans leur pluridisciplinarité, dans leur polyvalence, à prendre en charge un enseignement de langue. Donc il faut qu'ils aient le niveau B2 en langue étrangère. Moi j'entends plein de remarques qui me font dire que déjà s'ils avaient le niveau de B2 en langue française, ce serait pas mal. Et comment on fait pour qu'ils aient le niveau B2 en langue française ? On fait ce que des tas de collègues nous demandent de faire, c'est-à-dire des cours de français, niveau 6e, en début de formation, 3e à la fin. Et pendant ce temps-là, si on fait ça, on ne les forme pas à ce qu'ils soient enseignants, dont la fonction va être d'apprendre à lire et à écrire à des enfants, alors qu'eux-mêmes ont des difficultés là-dessus. Là, il y a des vrais sujets. Alors après, on peut discuter de tout ce qu'on veut sur la façon de s'y prendre. Mais déjà, posons ces questions-là, essayons de trouver des solutions. Là, on a des éléments forts en jeu dans cette histoire-là, et je pense que sur les questions de synthèse, on est réellement sur des éléments forts sur lesquels il faut qu'on se prenne à bras-le-corps. Ça pose effectivement, et en même temps, la question du concours, ça pose aussi effectivement la question de la place de la recherche et du rôle de la recherche dans ces questions-là. On sait qu'il y a des tas de travaux qui existent, ça a été dit plusieurs fois. On sait aussi que l'applicationnisme de ces travaux, ce n'est pas la bonne solution. Donc, comment on libère les énergies pour qu'on expérimente des tas de choses qui permettraient de fonctionner. Ça a été dit, alors je vais le reprendre, moi je suis marseillais, donc ça ne vous étonnera pas que je reprenne. Mais cette idée d'établissement formateur,
est un point fort. Si on prend l'exemple, et c'était une discussion qu'on a eue de nombreuses fois avec mon ami Roger Fougère, sur les instituts Carnot, le modèle dans les entreprises, c'est que c'est, pour les autres instituts Carnot, les vrais, pas ceux pour l'éducation, enfin ceux qui existent actuellement, c'est que ça part des entreprises. C'est les entreprises qui ont un projet et qui viennent voir des unités de recherche et qui leur disent, voilà, on a un problème, aidez-nous à le résoudre. Là, ça pourrait marcher, ça. Il y a des tas d'exemples qui ont été donnés. Je pense au Pilar à Toulouse, enfin, ou ce que vous avez fait, ce que Roger nous disait sur Auvergne, Rhône-Alpes, etc. Il y a, toutes les SP ont essayé de trouver des choses comme ça en collaboration avec les rectorats. La grosse difficulté dans cette histoire-là, c'est souvent que comment est pris en compte l'autonomie au sens d'entreprise des établissements scolaires par rapport à cette propre logique de... C'est autrement dit dans cette histoire-là, ce qui fonctionne dans les instituts Carnot ordinaires, par exemple, c'est le fait d'avoir des bourses CIFRE qui permettent de payer un contrat doctoral. Moi, comme beaucoup d'entre nous ici, j'ai l'occasion d'expertiser des dossiers de bourses CIFRE. J'en vois plein passer sur l'éducation ou la formation. Mais le plein concerne des associations. Je n'ai encore jamais vu passer une demande de bourse CIFRE parce que le modèle économique actuellement n'existe pas, qui permettrait de fonctionner avec un établissement scolaire. La seule exception, et Roger me fait signe de ça, c'est ce qu'ils ont fait à Lyon, avec 8 bourses qui représentent ce genre de choses-là. Donc c'est bien ça qui est en jeu. C'est-à-dire que si l'on veut effectivement créer une continuité dans ces questions-là, préoccupons-nous de cette continuité-là au niveau de la recherche. Et alors, si je le dis encore autrement, ça, c'est quelle chance nous donnons à nos étudiants de Master MEF de pouvoir bénéficier d'un contrat doctoral pour pouvoir faire une thèse sur des questions d'enseignement, d'éducation et de formation dans le cadre de projets de recherche que l'on construirait. Vous ne croyez pas que là, il y aurait un vrai enjeu? Parce qu'on essaie de penser la position des mémoires de master. Je vous rappelle au passage que la distinction recherche, master recherche et master professionnel, ça m'étonne que Laurent n'ait pas réagi à ça, ça fait au moins 10 ans que ça n'existe plus. À peu près, il n'y a plus que des masters, et donc il faut un mémoire de master. On ne va pas s'empailler pour savoir si le mémoire il est plus de recherche ou plus professionnel. C'est un mémoire de master. Mémoire de master, ce qui veut bien dire que ça renvoie à un niveau de compétences intellectuelles et de gestion de ce genre de choses-là, d'un niveau de master. Donc, je crois que là, on est vraiment dans un gros travail sur quelques choix qui ont été faits et que vous retrouvez dans la note et qu'il va falloir discuter, qui était effectivement le choix de commencer par la recherche. Parce que si la discussion sur une formation universitaire professionnalisante est au cœur du débat sur les SP, alors la question de la structuration et du développement de la recherche en éducation est au cœur de cette discussion-là. Je ne vais pas rentrer, moi, personnellement, dans savoir si telle forme, etc. Je pense qu'on n'en est pas encore là. On peut toujours avoir des discussions, mais avant de se préoccuper des mesures comparatives, préoccupons-nous déjà de cette structuration et de cette organisation et de cette visibilité. Je ne suis pas certain, par exemple, que si on regardait avec attention le budget consacré par le ministère de l'Éducation nationale à ce qu'il appelle recherche, on n'est pas de quoi dégager des moyens assez importants financièrement. C'est dommage, ils sont partis, mais on le redira. Mais des moyens assez importants, par exemple, pour financer des tas de contrats doctoraux sur des projets de recherche imaginés par des équipes d'établissements de terrain. Le projet dont parlait, enfin l'organisation dont parlait Pascal Thérien à propos de la Fédération de recherche d'Aix-Marseille a été financé par la décision du recteur d'Aix-Marseille de consacrer une ligne budgétaire de 120 000 € par an qui était attribuée au réseau REP+, et qui était ensuite distribuée par des voies
pas très transparente, et il a décidé de transformer ça en appel à projet associant équipe d'établissement, équipe pédagogique d'établissement et équipe de recherche. Ça a l'air de rien, mais c'est un sacré premier pas qui est fait. Et je n'ai pas d'avis, là, pour le coup, sur le choix des équipes de recherche qui se sont prononcées là-dessus. Ça suppose effectivement d'avoir des chercheurs et donc d'en recruter. Et là, on arrive à un autre volet de la question d'augmenter le pourcentage qui est plat, pas une question budgétaire, mais qui est bien une question, réellement une question politique de recherche. C'est où est-ce que l'on rattache, non pas en termes d'enseignement, ça à l'ESP c'est évident, mais en termes de recherche, où est-ce qu'on rattache ces enseignants-chercheurs que l'on recrute. Nous, à Aix-Marseille, on se sert de la fédération de recherche pour ça. Alors c'est vrai que ça aide dans les discussions avec les laboratoires. Quand vous arrivez en leur disant, voilà, nous on crée des postes d'enseignants-chercheurs chaque année, cette année 7 là c'est pour faire des envieux, et on les rattache à des laboratoires de la fédération de recherche, avec comme contrat avec le laboratoire, c'est que le recrutement de cet enseignant-chercheur contribue à structurer les recherches en éducation dans la politique adoptée qui structure la fédération de recherche. Qu'on fasse une fédération de recherche, un groupement d'intérêt scientifique, enfin peu importe la façon dont on le fait, mais donnons-nous les moyens de structurer les unités de recherche pour qu'on n'assiste pas à ce que l'on a vu à peu près partout en France, d'unités de recherche, par exemple, moi je cite toujours celle-là parce que je les connais bien et ça fait tellement longtemps que je les connais, qui est le laboratoire de psychologie cognitive à Marseille, qui a été fondé au départ par des gens qui s'intéressaient aux apprentissages premiers, ce qu'on appellerait maintenant les apprentissages fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire, compter. Et qui a compté, pour le coup, dans le paysage de la psychologie de l'apprentissage en France, puisqu'il y a quelques grands noms qui sont sortis de ce laboratoire. Si vous allez regarder jusqu'à récemment le site de ce laboratoire, vous apercevrez que c'est toujours un grand laboratoire de psychologie cognitive, que c'est toujours un laboratoire qui compte, sauf que l'essentiel de leur activité de recherche concerne les troubles de la mémoire, les troubles liés aux maladies d'Alzheimer, les troubles liés à la dégénérescence, etc. Parce que, 3 points de suspension, parce que les appels à projets, les contrats de recherche sont massivement sur ces secteurs-là. Et que donc, comme il n'y a pas de contrat de recherche sur l'éducation, petit à petit, s'en sont détournés de ça. Et je pense que l'enjeu, il est là. Ramenons tous ceux qui s'intéressent aux questions d'éducation, ou qui s'intéressaient, ou qui ont de bonnes raisons de s'intéresser aux questions d'éducation, ramenons-les dans la question de la recherche en éducation, pour ceux qui nous préoccupent, c'est-à-dire l'éducation nationale en France, parce qu'on a aussi la chance, et je fais partie de ceux qui défendent largement ce modèle, d'avoir une école publique, laïque, gratuite et républicaine. Et je pense que ça, c'est un vrai enjeu à défendre. Et là, il y a vraiment un certain nombre de choses. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie. Alors je voudrais remercier l'équipe du réseau des SP, Rémi, Annelise, Fiona et Isabelle, pour avoir organisé cette journée-là. C'était pas simple. Je pense que rien que ça mérite un grand applaudissement. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, vous pouvez vous lever. Allez, levez-vous là, que tout le monde vous voit. Je remercie à nouveau tous les intervenants et tous les participants et tous ceux qui ont contribué à cette journée. Vous remercier toutes et tous d'être venus jusqu'à Paris un jeudi dans ce magnifique lycée Henri IV. Et puis dire que je pense que c'est un vrai chantier pour le réseau des SP de faire avancer cette réflexion-là, de faire
bouger un certain nombre de lignes, ça a été dit ce matin par plusieurs intervenants, de faire évoluer ce projet-là et de le faire évoluer de façon à ce qu'on continue à construire une formation universitaire professionnalisante des enseignants en France qui soit à la hauteur des enjeux et des défis du XXIe siècle. En tout cas, je vous remercie toutes et tous et c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.